Dior et Danfield, donc le Sud, est qu'ils ont tous les deux approché la mort. Il y a Danfield dans sa prime jeunesse et Dior à la cinquantaine, il y a 2 ans et demi très précisément. Donc il s'est dit, bon, qu'est-ce que je veux faire maintenant que cette épée de Damoclès de la mort est au-dessus de ma tête? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce temps qui me reste? Il était prof de philo, ce que je ne vous ai pas dit, il était prof de philo avant, et il a aussi fait du théâtre pour enfants. Et puis là, il s'est dit, ah, je vais revenir à mes premiers amours, qui étaient la guitare et la chanson. Et je vais monter sur les planches et je vais faire un dernier concert d'adieu, pour tirer ma révérence, dire adieu. Comme vous savez, il n'y a plus qu'un temps très précis à vivre, très peu de temps à vivre, et c'est là qu'on a le désir de vivre intensément. Et c'est pour ça que notre débat aujourd'hui s'appelle, la thématique est le désir. Qu'allez-vous faire de votre vie s'il vous reste très peu de temps à vivre? Daniel Philippe Le Sudre, qui lui est philosophe, neurophilosophe, je l'appelle comme ça, mais il a aussi sur Internet, on peut trouver neuroscientifique de la neurocognitique, chercheur en neurocognitique. La fourmi se trouvant en face de la cigale. Et comme la cigale est généreuse, la cigale la pria d'entrer et lui dit: le mot travail vient du latin tripalium, un instrument de torture à 3 pieux. Je ne travaille pas. Je fais ce que j'aime, avec les gens que j'aime. Le seul travail de mon existence consiste à préserver mon insouciance. Je hais l'individualisme sauvage. Ce qui me nourrit, c'est le partage. Alors, si vous le voulez, entrez et racontez-moi ce qui vous est arrivé. Il était une fois un tout petit instant, tout petit mais charmant, amoureux d'une grande dame, une beauté hors du temps, hors de portée. Pourtant, il ne pensait qu'à elle, et tout comme un enfant, il se voyait plongeant dans l'eau de sa prunelle, dans ses yeux se noyant en petit dans les temps. Je ne suis qu'un petit instant, laisse-moi m'immiscer, s'il te plaît, ici et maintenant dans ton intimité. Je devais avoir 17 ans quand j'ai fait le terrible rêve que j'allais mourir à 30 ans. Ça m'en laissait 13 de trêve. Alors j'ai brûlé ces années, vivre vite était ma devise, afin de ne rien regretter avant de faire mes valises. Je suis en sursis, je ne deviendrai jamais sage. J'aime la vie, jamais je ne changerai d'âge. Je suis en sursis et malgré les assauts du temps, toute ma vie, j'aurai 17 ans. Ils étaient tranquilles tous les deux, tout au long de la sainte journée, à se regarder droit dans les cieux, sans avoir besoin de travailler. Côte à côte, béni des dieux, on leur offrait même le loyer. C'était le paradis, mes aïeux, juste avant d'être les premiers. Bani, bani, bani. Bani, bani, bani. Pete vous a expliqué, lorsque j'ai décidé de revenir à la chanson, après 15 ou 17 ans d'absence, je me suis dit, je vais faire de la chanson, mais je ne pensais pas écrire mes propres paroles. Donc j'ai cherché dans les gens que j'adore des chansons à reprendre, à mettre à ma sauce, un peu jazzo, flamenco, brésiliano, je sais pas quoi. Et évidemment, j'ai pensé à Nougaro, j'ai pensé à Brel, que j'aime profondément, j'ai pensé à plein de gens, et j'ai pensé à Rissé Barrier, qui est moins connu que les autres, mais moi que j'aime particulièrement, c'est lui qui faisait la voix du canard saturnin à
télé, qui a fait L'Ours Colargol, qui a fait plein de chansons et qui a notamment écrit 22 chansons pour les frères Jacques. Et Risset donc, a écrit une chanson qui s'appelle Les Spermatozoïdes, qui est absolument à mourir de rire, qui est une course de spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Et je vais vous la faire, je tenais. C'était pas prévu, franchement, c'est en mis. Risset est malheureusement parti, donc je l'embrasse. Il faut que je me recalme. Il faut que je me calme. Et il commençait son... C'est con. Il n'aimerait pas du tout d'ailleurs, lui qui se marrait sur ça. Il introduisait cette chanson en disant « Vous qui avez tout raté, vous qui êtes le dernier, vous qui pensez avoir tout perdu dans votre existence, sachez que vous êtes arrivé premier à une course contre 300 millions d'individus. » Nous sommes 300 millions massés derrière la porte. Trop serrés pour remuer, trop tendus pour penser. Une seule idée en tête, la porte, la porte, la porte. Quand elle s'ouvrira, ce sera la ruée. La vraie course à la mort, la tuerie sans passion. Un seul gagnera, tous les autres mourront. Même pas numérotés, seul un instinct nous guide. On nous a baptisés les spermatozoïdes. Ça y est, c'est parti, la porte est ouverte, c'est la ruée au dehors. Ne pas s'affoler, sinon c'est la mort. Pas partir trop vite, la distance est longue, il faut pas s'essouffler. Déjà les premiers ont été massacrés, bousculés, piétinés. Ce qui se passe devant, c'est pas important, du moins pour l'instant. La mort vient dans le dos, le croche-pied visse l'art et le piétinement. Le fouet bien en main, j'en vois un qui s'approche, je l'attends. Il est à ma portée, je me retourne, flanc de coup de fête, je le descends. Et il m'a dit, toute ma vie, je l'ai passé à m'émerveiller. À m'émerveiller, il était là comme ça, et j'avais l'impression qu'il chantait. Et j'avais l'impression que cette chanson s'appelait « Émerveille-toi ». Et je lui ai dit, tu sais, quand je t'entendais, j'entendais la chanson. Et le refrain, c'est « Émerveille-toi ». Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, alors écris-la. Il était une fois un petit papy rigolo qui était à 2 pas ou moins de faire le grand saut. Il me parlait tout bas, mais moi je l'entendais tout. Je souriais béat en l'écoutant comme un idiot. Il y avait une telle joie qui sortait de ses yeux mi-clos, qui lui donnait la foi à tout homme au bout du rouleau. Lorsque dans sa voix je crus sentir un trémolo, lorsqu'il me confia comme un secret, comme un cadeau. Émerveille-toi, émerveille-toi, émerveille-toi. Je crois comme toi, marionnette, qu'il me faut les arracher, mes fils, marionnette, pour gagner ma liberté. Puis ton regard s'est posé lentement sur le deuxième. Il était là à tes pieds, mais pas pour te dire je t'aime. Alors tu as essayé de le tirer vers le haut. Bien sûr, ce qui a bougé, ce fut
ta jambe aussitôt. Je crois comme toi, marionnette, qu'il me faut les arracher. Mes fils, à 17 ans, sans le savoir, j'ai joué à l'apprenti sorcier. La nuit où je me suis mis à croire que mes jours étaient comptés, j'ai dû mettre les dieux en colère en prétendant connaître l'heure, celle qui doit rester un mystère si tu ne fais pas partie des leurs. Je suis en sursis, je me suis moi-même jeté un sort qui toute ma vie m'a fait voir les visages de la mort. Je suis en sursis, chaque fois qu'elle m'apparaît, je pleure. Mais elle me dit, ce n'est pas ton heure. Perdu en Amérique du Sud, me délectant d'une feijoada, je délirais, comme d'habitude. Transporté par la cachaça, une jeune femme me regardait, mais moi, je ne l'avais pas vue. Elle souriait et m'écoutait, puis m'accosta. J'en fus ému. Elle parlait la langue de Rousseau. Nous nous fîmes donc des confessions, faisant murmurer tous nos mots. Elle me chuchota une question. Dis-moi, t'es d'où, toi? Ça me turlupine. D'après l'accent, tu es de Paris, mais tu as la chaleur latine. T'es pas français, non, tu es d'ici. Les frontières, je trouve ça inepte, mais je vais te répondre sans délai. Je suis un gitan du concept. Et moi non plus, je sais pas ce que c'est. Seul égaré en Afrique noire, je savourais un bon dolly. Je buvais une quata au bar. Bon anniversaire mon ami, c'est l'anniversaire de Fred de Brenne à la contrebasse. Au fin fond du sud de l'Europe, je dégustais une paella. Je riais, j'hurlais, j'étais au top, buvant la Gua de Valentia. Qui me délivre mon passeport? Droit du sol, droit du sang, je dirais. Mon drapeau est multicolore. Mon vrai pays, c'est le français. Ce matin, je mets les infos, il parlait du pouvoir d'achat. Il paraît que pour 1000 € acheter du pain, tu pourras pas. Quelle merde! Et deux mots, c'est quelle merde? Quelle merde! Quelle merde! Quelle merde!
j'y peux rien. Tu t'es dit ça 1000 fois, au moins. C'est le refrain de tes jours noirs. C'est l'assassin de tes espoirs. Comme j'aimerais que tu t'en rendes compte. Tu es les histoires que tu te racontes. Comme j'aimerais que tu aies l'étincelle qui te donne envie de choisir les plus belles. Comme j'aimerais je me parle souvent dans mon faible intérieur. Avec moi, je prends des gants. Oui, mais ce sont ceux d'un boxeur. Parmi les compliments qui me vont droit au cœur, il y en a un récurrent que je chantonne pendant des heures. Qu'est-ce que t'es con, 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 qu'est-ce que t'es con. Laissez-moi juste le temps d'un dernier concert. Je vous attendrai en chantant. La nuit d'avant, je cramerai tout au poker, tout comprenant. Mon cerveau et mon cancer. Je suis en sursis, je le crois encore davantage. J'aime la vie, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Je suis en sursis, je ne sais pas pour combien de temps. Peut-être que ma vie se prolongera éternellement. Je suis en sursis, je le crois encore davantage. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Je suis en sursis, je ne sais pas pour combien de temps. Peut-être que ma vie se prolongera éternellement. Mon dernier concert s'achève. Merci beaucoup, je l'ai vécu comme un rêve. Mais si la vie le veut bien, ça me plairait d'en faire encore un. Très souvent, le questionnement, il est qu'est-ce qui me donne l'impression qu'un moment est plus intense qu'un autre? Qu'est-ce qui donne à mon vécu le souvenir? Parce qu'on peut se demander aussi d'où vient notre mémoire. Pourquoi nous rappelons-nous d'un moment et pas d'un autre? Et le moment de mémoire, il est souvent le moment où il y a une connexion dans notre cerveau entre un facteur sensoriel et un facteur émotionnel, par exemple. Ou alors un facteur émotionnel et un facteur, on va dire, intellectuel, un facteur de réflexion. Alors qu'on pourrait se dire, on est en plein dans l'émotion et soudainement, on se demande pourquoi cette émotion nous revient. Elle nous est déjà venue. Enfin, le thème me touche particulièrement parce que j'ai enfin compris que j'avais eu une forme, enfin, j'avais une première vie jusqu'à 14 ans qui s'était arrêtée. Et donc, bon an, mal an, il a bien fallu continuer et donc j'ai eu une deuxième vie. La beauté pour une femme est quelque chose de fondamental dans notre société. Ça suscite le désir.
Ça suscite le désir des autres, ou le non-désir, ou le non-désir. Et donc, le regard, le changement de regard fait aussi partie de la nouvelle vie. Voilà. Donc, je n'ai pas eu la fausse mort, j'ai eu la vraie mort, une mort, et j'ai une autre vie. Voilà. Moi-même, dans mon parcours, il y a cette question de se dire pourquoi nous enfuit-on? Parce qu'en fait, il y a plein de petites morts sans arrêt, la vie est jalonnée de petites morts. Et ce que j'ai remarqué, c'est que s'enfuir, alors voyager dans les livres, voyager dans les gens, finalement, c'est s'enfuir, c'est de pas avoir le courage de rester là et de regarder ce que j'ai devant moi et ce que j'ai dedans moi. Et ce qui me paraît intéressant, c'est le moment très zen où on s'aperçoit qu'en effet, tout peut s'en aller, tout peut brûler, tout peut disparaître à tout moment. Et c'est là que ça nous ramène à l'instant présent, justement, à se concentrer sur des moments où l'on a l'acuité de revenir à soi-même et à se dire, là, maintenant, je prends conscience, il m'est donné, alors c'est une interaction entre divers types de neurones, mais ce qui est très intéressant, c'est ce que cela donne comme résultat, c'est-à-dire la prise de conscience de je suis là, j'ai la conscience corporelle de moi-même, j'ai la conscience émotionnelle, j'ai la conscience intellectuelle de moi-même, et tout cela, c'est moi. Et on ne peut pas m'enlever. Et si demain je perds tout ce que j'ai, en effet, les souvenirs d'un chez-soi, eh bien, il me reste les moments de cette hyper-lucidité qui sont vraiment moi et vraiment à moi. Au cours justement d'une de ces répétitions d'une opérette, j'ai reçu sur le crâne un projecteur de 14 kilos qui tombait d'assez haut. J'étais complètement par terre, le visage ensanglanté. Autour de moi, j'ai entendu les morts, les morts. J'ai eu très mal sur le moment, mais plus après. Et je dis, est-ce que je suis mort ou pas mort? Et puis bon, j'ai remué un doigt, je dis non, c'est un type qui remue un doigt, il n'est pas vraiment mort. J'ai compris que j'étais pas mort. Mais j'ai dit, puisque c'est comme ça, eh bien il faut que je continue encore plus à apprécier les bons moments. Et c'est ça, c'était par rapport à ta chanson, la première Sursis. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Je suis pas sage, mais en plus, j'apprécie le fait de ne pas être sage. C'est ça ma manière de voir les choses. Et effectivement, comme le dit Britt tout à l'heure, peut-être malheureusement, avons-nous besoin de quelque chose de très violent pour nous mettre en face de l'essentiel. La mort, des fois c'est des ruptures, des fois c'est... Enfin, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose en tout cas qui chamboule la donne et qui nous amène obligatoirement à nous poser les questions de l'essentiel, ce qui malheureusement n'est plus tout à fait notre lot commun, puisque nous sommes conditionnés à assurer, à faire ceci, cela, etc., à foncer et à plus être en face des questions fondamentales qui sont les nôtres. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai eu entre guillemets cette chance, je dis bien cette chance parce que, comme l'a dit Britt, moi je me suis fait casser la gueule en fait par 3 hommes. Ils m'ont tapé à coups de barre de fer, je me suis retrouvé à l'hôpital et à l'hôpital ils m'ont annoncé que j'avais des métastases dans le cerveau, ils se sont plantés. Mais si vous voulez, l'agression est passée complètement au deuxième plan à partir du moment où on m'a annoncé que j'allais mourir. Mais lorsqu'on m'a annoncé que finalement il s'était gouré et que les radios avaient été mal prises et que j'allais mourir, ça c'est une certitude, mais pas aussi rapidement que je le croyais, et bien finalement le cancer ou le faux cancer est passé lui aussi au second plan. Et donc d'une certaine manière, tout est passé, l'agression passe au second plan à cause du cancer, le cancer passe au second plan à cause de la mort passe au second plan à cause de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décision que j'ai prise, je ne pouvais pas faire de la musique. Après avoir été enseignant, avoir fait de la philo et avoir été comédien, il n'était plus possible que je la ferme. Et en musique, malheureusement, on l'ouvre, mais on n'ouvre pas sa bouche, on n'ouvre pas ses mots, et on n'ouvre pas son cœur d'une certaine manière à l'autre avec des mots.
on le fait avec plein d'autres choses, de l'émotion, et ça c'est extraordinaire, mais on ne le fait pas avec des mots. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette possibilité, comme je le fais là, de pouvoir non pas dire voilà le chemin, voilà ce qu'il faut faire, etc. Parce que loin de moi cette volonté-là et cette ambition-là. Mais au fait, si on a la capacité par l'esprit, et c'est peut-être ça ce qui permet de ne pas avoir cette expérience de la mort pour se poser la question, si on a la capacité par l'esprit que nous avons de réellement concevoir et de se dire merde, c'est vrai ça au fait. Est-ce que je suis là, fondamentalement, en train de faire ce qui me nourrit vraiment? Est-ce qu'on continuerait à faire les mêmes trucs? Si on avait, je le répète, quelques mois. Le problème, c'est que, je crois, et c'est peut-être pour moi la définition même de la connerie, c'est qu'on va tous mourir, on sait tous qu'on va tous mourir, mais au fait, on vit comme si on n'allait jamais mourir. Et on vit comme... Et c'est peut-être ça un con, c'est quelqu'un qui sait qu'il va mourir, mais au fait, il ne sait pas qu'il va mourir. Et il vit, il relationne aux autres, il fait des boulots, il fait des trucs, etc., comme si jamais il va crever. Non, ça va s'arrêter, ça passe à une vitesse dingue. Perdu aussi des gens que j'adorais, y compris un enfant aussi. Et à force de désespoir, il arrive un moment où on se dit où je continue à vivre. Et dans ce cas-là, c'est pas cette vie-là qu'il me faut. J'en change, je fais une folie. Je sais où en finir, ou finir avec la vie ou changer de vie. Troublée aussi parce que vous m'avez dit et émue parce que moi aussi j'ai perdu en 3 ans mon fils, mon père et mon frère. Et quelle douleur. Et je vais m'attrape le aussi. Et quand tout cela arrive, encore une fois, c'est trop tard. Et quand tout cela arrive, d'abord, on se dit qu'il faut se poser les bonnes questions. Oui, comme vous l'avez dit, c'est ou bien je vais mourir, parce que c'est trop pour moi, je n'en peux plus, c'est trop hard, ou bien je décide de vivre. Et dans ces conditions, comment? Et je mets des outils en place. Et je refais de la formation. Et en ce qui me concerne, j'ai fait de la sophrologie. Ce qui est important en effet, c'est de se dire, mettons en connexion les régions à émotion et les régions à réflexion. Ça oui, parce que ça nous permet en effet de nous calmer par rapport aux émotions. Et j'irais même plus loin, allant aussi mettre en connexion ces régions-là avec les régions à sensation, pour justement, par moment, quand on est triste, on voit un beau paysage, on voit un beau film, on entre en nous des informations sensorielles très belles, qui nous relaxent. Et puis en sortie, on peut aussi penser à l'action, on se met à agir. Et à ce moment-là, en effet, toutes ces connexions peuvent nous rééquilibrer. Il me paraît important de considérer que très souvent, nous sommes en effet trop pris dans ce qui se vit à travers nous, sans savoir si c'est moi, je qui le vis, ou si c'est un robot, un automate qui le vit. C'est pas seulement j'écoute, c'est je prends conscience que je suis en train d'écouter. Je deviens témoin. Voilà. Et ce degré de nuance, justement, le fait de devenir témoin, permet d'être un auto-observateur à l'intérieur de la machine biologique, pour reprendre le terme de Jacques Monod. Et cette machine biologique et psychologique, eh bien, au lieu de me confondre avec elle, j'en prends une distance. Ce qui me permet à ce moment-là de relativiser ma vie, de m'apercevoir que, justement, ce qui peut me mettre en souffrance, qui peut être une cause terrible qui peut arriver demain, parce qu'on ne sait jamais quand ça nous arrive. Les petites morts et les grandes morts, les êtres chers qui disparaissent, même l'accident, on peut se retrouver demain dans une petite chaise roulante et toute la vie bascule. Eh bien, toutes ces morts-là, à partir du moment où nous sommes entraînés à ainsi fonctionner d'une manière qui est à la fois dans l'événement et dans soi-même observateur de l'événement, eh bien, cette distance, elle nous permet d'être libre à l'intérieur. Et donc, quel que soit le drame, il est beaucoup moins important. Effectivement, si on ne se confronte pas à l'idée et à la possibilité et à l'urgence de sa mort, on n'est pas vraiment libre dans sa vie. Et c'est vrai que quand vous nous disiez voyager, lire sont des fuites, j'ai eu envie de protester. Et à un moment donné, c'est le fait de se promener d'un mécanisme à l'autre qui génère une autre forme de conscience, un autre jeu à l'intérieur de nous qui naît des connexions justement entre ces diverses pôles. Donc
sensations, émotions, réflexions. Et c'est là qu'on commence à être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est plus justement pris par « Ah, j'ai telle impulsion, ah, j'ai tel désir, j'ai telle souffrance », mais plutôt par « Globalement, je prends conscience que le caillou sur lequel nous sommes maintenant tout de suite, qui vogue à 33 km par seconde autour de son étoile locale, autant appeler la Terre sous son vrai nom, eh bien, dès l'instant où l'on prend conscience de cela, eh bien, on peut se dire finalement, nos vies, elles sont toutes les mêmes, ce sont toutes des vies qui, à un moment ou à un autre, à telle ou telle émotion, telle ou telle réflexion, telle ou telle action. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de nous relier, sinon le fait d'aller plus au cœur de tout cela, dans un moteur beaucoup plus continu, qui est de se dire comment être le plus utile possible. Mais quelle position prenez-vous par rapport à la manière, au fond, dont un certain Blaise Pascal campe les choix que nous avons dans la vie? L'un de ces choix, ce sont les divertissements, ce sont nos passions, qui ne sont pas forcément ridicules d'ailleurs, nos petites nos passions. Reste aussi le fait de découvrir la grâce, et si on n'est pas croyant, on peut respecter effectivement ce choix. Et puis il reste l'un des choix importants de Pascal, qui est de passer notre vie à méditer notre mort prochaine. Je ne sais pas très bien, mais c'est là. Je veux savoir quelle position vous prenez par rapport à ces choix. Le comment n'est pas le pourquoi. Le pourquoi renverrait à toutes les identifications que j'ai pu faire sur cet acteur, par exemple. Alors, il me semble que vous glissez toujours sous nos pieds une réponse de type comment, là où il y aurait plutôt une réponse de type pourquoi. Mon positionnement, loin de l'isolement, est au contraire celui de chercher quel est notre dénominateur commun à tous. C'est-à-dire que c'est bien l'inverse de l'isolement, c'est au contraire comment nous rapprocher les uns des autres. Parce que ce qui est pour moi le plus grand isolement, c'est de me rendre compte que je parle à Pierre ou à Paul ou à Jacques, qui me dit « moi je suis comme ci ». Moi, je comprends ci. Moi, j'aime ça, mais j'aime pas ci. Et donc, on a l'impression qu'on est chacun dans son monde, complètement isolé des voisins. Alors qu'en effet, si on observe sous un autre angle de mécanisme, justement, le fait qu'en nous, ça, il y a un processus, mais ce n'est pas nous, justement. Un processus automatique se met à avoir tel ou tel comportement, pleure de telle manière à tel moment. Alors là, le pourquoi et le comment. Mais justement, c'est pas trop de me dire je pleure, oh là là, c'est terrible, oh, ça m'a pris. Non, je vais pas m'intéresser à moi, je qui pleure. Je vais me dire, oh, je me réveille dans cet appareillage-là qui à tel moment se met à pleurer. Et cette distance à l'intérieur me permet de prendre conscience justement de comment ça pleure. Mais c'est là que je m'aperçois que chez Paul, Pierre ou Jacques, ça pleure aussi. La petite esquisse de répondre, elle vient des illusions personnelles et des illusions collectives. Je crois fondamentalement que nous devons passer notre existence à détruire les illusions personnelles. Alors que le monde d'aujourd'hui vous enfouit dans les illusions personnelles, la réussite sociale, les machins, l'individualisme, etc. Toi, moi, je, dont il parle. C'est-à-dire, on nous berce d'illusions personnelles. Non, élimine-les au maximum. Et là, vous avez quelqu'un au bar, comme vous, qui va dire « Oui, mais si je les élimine au maximum, après j'ai plus envie. » Si, crée des illusions collectives. Et les illusions collectives, elles sont nécessaires. Malheureusement, elles sont nécessaires parce qu'elles ont la même vertu que les illusions personnelles. C'est-à-dire, elles te donnent envie de faire plein de trucs, mais il y a le visage de l'autre. C'est-à-dire cette sortie de ta gueule. Tout est fait pour qu'on pense à l'ego, à notre gueule, etc. Mais au fait, il y a un truc qui fait que tu sors de toi. Ça s'appelle l'autre. Et malheureusement, au XXIe siècle, l'autre, il est ailleurs. Parce que c'est toi qui es important. Il faut que tu réussisses, etc. etc. C'est pour ça qu'on est dans un truc, dans un monde absolument pourri. Non, il y a l'autre. Et il y a des illusions collectives à développer au maximum. Comme cette rencontre aujourd'hui, des choses de ce type. C'est pour ça, moi, je félicite Rencontre et Débat Autrement, et je félicite des lieux absolument comme le vôtre, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de sortir de nous. On a besoin d'aller vers l'autre. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de pouvoir justement, non pas détruire les émotions, ce serait navrant, absolument, et les enfants le comprennent tout de suite, mais
ils comprennent tout de suite qu'il faut garder nos émotions, mais les garder en connexion avec nos sensations, avec nos réflexions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où je mets en connexion ces mécanismes dans mon cerveau, eh bien, au lieu d'être prisonnier d'une émotion, eh bien, je perçois l'émotion qui se vit en moi, je peux la laisser, je peux la contenir, je peux la bousculer, elle est à moi cette émotion. Elle n'est plus ce qui me prend, elle est un processus avec lequel j'existe. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez de la force morale qu'ont les aveugles. Par contre, ce qui devient intéressant, en effet, c'est de se dire, si je suis vraiment dans l'instant présent devant un aveugle, qu'est-ce que je vois devant moi? Alors si je vois l'autre derrière mes filtres, au loin là-bas, c'est l'aveugle, bon, il y a les mécanismes dont je viens de parler qui réapparaissent. Mais par contre, si jamais je vois un être humain qui est comme moi, je suis celui-là, il est moi. Nous sommes peut-être pouvant être aveugles. À ce moment-là, ce qui va réagir en moi, ce n'est plus le conditionnement, c'est le moi qui pourrait être aveugle. Mon dernier concert s'achève.